Alors, bienvenue au musée de la faïence et des arts de la table à Samadé. Après la conférence de Xavier Petitcol sur la faïence de Samadé, celle de Luce Lebar sur la photographie, la cuisine, la chimie, nous voilà donc réunis pour la dernière conférence de notre programmation 2026, qui est retransmise sur les réseaux sociaux et sera en replay sur la chaîne YouTube du musée. Pour votre information, si vous êtes accro aux conférences liées à la photographie, des rencontres organisées par la conservation des musées et les archives départementales appelées Clichés landais, photographie dans les Landes, se poursuivront sur tout le territoire landais en octobre 2026 et en 2027. Rendez-vous sur le site XL Info pour connaître toute la programmation. Revenons à ce dimanche du 21 juin. Si vous avez visité notre exposition temporaire actuelle Manger à l'œil, de grands photographes comme Nicéphore Niepce, Robert Doisneau, Brassailles, Martin Parr, Willy Ronis et des anonymes ont eu cœur de prendre des photos de Français, petits et grands à table, réunis à la maison, faisant un pique-nique, bref, partager un repas. Et donc, pour évoquer l'histoire du repas en France, nous avons le plaisir de recevoir pour la première fois Patrick Rambourg. Patrick Rambourg, vous êtes le grand spécialiste de l'histoire de la cuisine, de la gastronomie, de l'alimentation et des manières de table. Et je vous remercie chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes l'auteur de nombreuses publications et de nombreux ouvrages, dont Histoire du Paris gastronomique du Moyen-Âge à nos jours chez Perrin, de l'art et la table chez Citadel et Mazenot, À table le menu chez édition Honoré Champion, l'excellent La cuisine à remonter le temps, édition de Garde-Temps que vous avez en vente dans notre boutique. N'oubliez pas de l'acheter. Après cet entremets, je tiens juste à remercier Maxime Bernès qui est aux manettes de la caméra et tout en vous hydratant en cette chaude journée, je vous souhaite de passer au plat principal et de passer un agréable moment. Merci. Alors, merci d'être venu m'écouter, malgré cette chaleur très intense à l'extérieur. Alors, donc, mon propos, c'est l'histoire du repas en France. Hein. C'est un vaste sujet. Et je vais commencer par une citation de Brillat-Savarin. Citation de Brillat-Savarin. Brillat-Savarin nous explique « Le plaisir de la table est de tous les âges, de toutes les conditions, de tous les pays et de tous les jours. Il peut s'associer à tous les autres plaisirs et reste le dernier pour nous consoler de leur perte. » Il écrit cela dans La physiologie du goût, un ouvrage publié en 1826. Nous pourrions aussi ajouter en fait que la table, au sens large du terme, est de toutes les époques, tant le sujet concerne l'histoire des hommes. Car manger est à la fois un acte religieux, toujours un acte social, un acte culturel. Et la nécessité de se nourrir implique la recherche et la production d'aliments, leur préparation culinaire et leur consommation selon des codes qui se développent au fil du temps. Du repas quotidien au banquet, les manières de manger s'imposent et se modifient selon les époques. On ne mange pas de la même manière aujourd'hui que l'on mangeait il y a 50 ans. Hein. Elles se transforment aussi, ces manières de manger, en normes qui définissent l'homme civilisé. On se distingue des autres êtres vivants parce qu'on a toute une codification et toute une culture sur notre manière de consommer la nourriture, de la cuisiner, de la préparer. Avec la vaisselle d'apparat, le décorum et la cérémonie du service, la table devient un art où se mêlent la commensalité, le paraître et le spectacle. L'inscription du repas gastronomique des Français au patrimoine immatériel de l'humanité en novembre 2010 est un fait majeur de notre histoire culinaire et gastronomique. Elle couronne à la fois des savoirs et des savoir-faire qui se transmettent depuis des siècles et la continuité d'une culture qui se révèle être une part importante de notre identité. C'est tout un art de la table qui se développe où se mêlent à la fois la bonne chère, la convivialité et la conversation.
C'est cela qui a été reconnu par cette inscription. Cela découle en fait d'un long processus historique et culturel dans lequel la cuisine et la gastronomie prennent une place fondamentale pour devenir des éléments significatifs de la civilisation française. Car manger en France est une affaire extrêmement sérieuse. Par exemple, l'écrivain roumain Émile Cioran raconte ainsi dans un entretien à un quotidien espagnol en octobre 1977 qu'en Roumanie, il se nourrissait, je le cite, comme un animal, inconsciemment, sans prendre garde à ce que manger veut dire. Alors qu'à Paris, lorsqu'il arriva, il s'aperçoit que manger est un rituel, un acte de civilisation, presque une prise de position philosophique. Donc on voit comment il perçoit notre manière de manger en France, et notamment quand il arrive dans la capitale. Parler donc de l'histoire du repas ou des repas, c'est montrer l'attachement des Français à ce rituel du quotidien et de la fête qu'est le repas, à cette recherche du bien-être ensemble, et c'est ça qui est extrêmement important, où le plaisir du partage est aussi important que la convivialité et le goût. C'est une histoire qui prend ses racines au Moyen-Âge, où commencent à se développer des usages qui donneront peu à peu un sentiment d'appartenance et de continuité, et où chaque groupe social, que ce soit la paysannerie, la bourgeoisie, l'aristocratie, mais aussi chaque région, apporte diversement sa petite touche à l'institution commune qui est le rite, qui est le repas gastronomique des Français. Loin de ce qui a pu être, avancé dans certains médias de l'époque, dans les années 2010, l'inscription de l'UNESCO n'a pas eu pour objet de muséifier la cuisine, la gastronomie et le repas à la française, mais bien plutôt de faire prendre conscience à chacun d'entre nous de la valeur de ce patrimoine vivant et en constante évolution. C'est ça que je vais vous montrer aussi. Donc, je vais développer mon propos de façon thématique. D'abord, j'aborderai donc les tréteaux à la salle à manger, à la fois thématique et chronologique. Ensuite, je vous parlerai de la main au couvert, puisqu'on a longtemps mangé avec les mains, et puis l'évolution du service des mets, le temps du repas, l'importance du repas en France, le repas gastronomique des Français. Et puis une petite conclusion. Voilà. Alors, concernant des tréteaux à la salle à manger. Lorsque l'on met la table, aujourd'hui, on dispose sur celle-ci les couverts, les assiettes, les verres, les couverts et tout ce qu'il faut pour prendre son repas. La table en tant qu'objet fait partie de notre quotidien et trône inamovible dans la salle à manger. Alors, voilà, il y a eu un petit décalage. Ça, c'est la physiologie du goût tout à l'heure et ça, c'est l'UNESCO. Alors, donc, cela n'a pas toujours été le cas, car la table fut longtemps constituée, et on le voit bien sur cette image, sur cette enluminure, d'une planche que l'on pose sur des tréteaux. Comme le montre cette enluminure, dresser la table à cette époque, ce n'était donc pas apporter et poser de la vaisselle sur la table, mais c'était avant tout la monter et la mettre en place. Prendre deux tréteaux et mettre une planche dessus. Le repas terminé, la table était ensuite démontée et remisée. Montaigne en témoigne encore au sujet d'un dîner servi chez le cardinal de Sens à Rome en décembre 1580 et où la table fut levée, je cite, « soudain après les grâces et les chaises arrangées tout de suite le long d'un côté de la salle où monsieur le cardinal les fit soir après lui ». C'est-à-dire que là on a la représentation donc dans le livre des propriétés des choses du XVe siècle. Donc ils sont en train de disposer les plats du service du roi. Là on ne voit pas de chaise, mais on voit qu'ils installent et on imagine que quand ils vont avoir consommé ces plats, donc on débarrasse tout, on enlève la nappe, on enlève la planche, on plie les tréteaux et la salle est de nouveau utilisable pour autre chose, pour un bal par exemple. Pour autant, il existait déjà, malgré tout, des tables à pied fixe, mais principalement des tables de cuisine. Il ne faut pas tomber dans les travers non plus. Si on vous dit que pendant des siècles, on a mangé sur des tables avec des tréteaux, ça n'empêche pas qu'il existait aussi des tables à pied fixe que l'on pouvait trouver dans d'autres endroits. À la Renaissance, au XVIe siècle donc en France, elles pouvaient être une sorte de meuble d'ornementation richement décoré, avec par exemple des pieds en éventail, à la base étroite, s'élargissant en montant vers le plateau de la table. Comme on peut le voir par exemple avec cette belle table du château des Coins, musée de la Renaissance, table en éventail, milieu du XVIe siècle. Alors il est bien évident que cette table, on ne devait pas vraiment y manger dessus.
c'était plutôt une table d'apparat, une table de présentation. On pouvait également trouver une table, je cite, de bonne étoffe, sans mignardise, sans ouvrage que plein, chez un bon paysan breton. Donc on voit bien que même dans une famille paysanne, du moins aisée, on pouvait trouver une table à pied fixe. L'iconographie aussi peut nous montrer des intérieurs de maisons avec une table. Comme celle-ci par exemple, la Concorde, Concordia, on voit une famille donc manger autour d'une table, napper, et donc là c'est une table ronde. Et on voit les différents âges, et chacun a sa place bien sûr qu'il doit respecter. Il y a aussi différentes grandeurs et différentes figures de table, comme le dit exactement aussi Joseph Gillier, le canaméliste français 1751. Car la table à manger, même si elle pouvait être démontable, devient permanente au fur et à mesure que s'affirme dans les logements un lieu spécialement dédié au repas. Alors là, on est dans la très très haute catégorie, puisque là, vous avez une table qui est présentée dans un contexte de fête. Elle n'est pas ronde, elle n'est pas rectangulaire, elle est totalement, vous voyez, là ce sont les assiettes. Et on la voit ici, avec des pyramides. Donc là on est en 1751. Donc on voit que selon les endroits et selon le contexte, on peut avoir une table toute simple comme une table totalement sophistiquée, extrêmement découpée. Avant tout utilitaire, la table finit par devenir en fait le meuble le plus représentatif et le plus symbolique de la salle à manger, où s'attable la famille, voire les invités, lors d'un repas de cérémonie. Elle devient l'objet de toutes les attentions au moment où les convives pénètrent dans la salle à manger et voient la table nappée et parée de vaisselle, les invitant à un partage gourmand et gastronomique. Il est évident que quand on est invité chez quelqu'un, voilà, tous les appartements n'ont peut-être pas une grande salle à manger, mais dans la salle à manger, quand la table est déjà installée, forcément, c'est déjà une forme de convivialité avant qu'on s'installe à table. Le plaisir de la table n'est-il pas, selon Brillat-Savarin, je cite, la sensation réfléchie qui naît des diverses circonstances, de faits, de lieux, de choix et de personnages qui accompagnent le repas. La salle à manger en tant que pièce, spécifiquement dédiée au repas, n'apparaît qu'au milieu du XVIIe siècle. Au Moyen-Âge, elle n'existe pas, cette salle à manger. Et ne s'affirmera que dans le siècle suivant. Donc on commence à la voir apparaître au XVIIe siècle, puis elle va s'affirmer progressivement au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle, dans les grandes demeures. Avant, les élites avaient le privilège de disposer de cuisine et de pouvoir consommer des plats dans une pièce autre que dans celle où on a préparé la cuisine. Car manger n'importe où était également un marqueur social. Là, par exemple, vous avez la représentation d'un repas dans une demeure médiévale et on voit que les cuisines sont éloignées du lieu où l'on mange tout simplement parce qu'on voit les serviteurs traverser une cour. Donc on voit que les cuisines sont éloignées. Et là, ils mangent dans une pièce qui n'est pas une salle à manger. Le repas d'un prince pouvait se dérouler indifféremment dans une salle ou dans sa chambre, selon qu'il souhaitait ou non manger en compagnie ou dans un contexte privé, ou partout ailleurs selon son bon vouloir. Pour les grands festins, toutes les pièces pouvaient être réquisitionnées. Ils se déroulaient simultanément dans la salle d'apparat, dans d'autres pièces plus petites, parfois dans les chambres, voire dans les galeries. Donc il faut s'imaginer quand on a un grand banquet dans un château par exemple, tous les endroits où on pouvait installer une table, on installait des tables. Toutes les pièces pouvaient servir de lieu de repas, y compris la chambre, et pouvaient être réquisitionnées pour un grand banquet. Les maisons modestes, elles, par contre, elles n'avaient généralement qu'une seule pièce à vivre où l'on cuisinait, mangeait et dormait. On va voir ça pendant très très longtemps dans les fermes. On a une seule pièce, le lit au fond, etc., un endroit pour cuisiner et une table pour manger. Là, par exemple, même encore au XVIIe siècle, vous voyez, on a réunion de dames vers 1636, donc d'après Abraham Boss, vous voyez, elles sont dans une chambre. Ces dames, puisqu'on voit le lit au fond à gauche, et elles sont en train de parler, de déguster, de manger. Dans un inventaire dressé le 13 septembre 1661 au château de Vaux-le-Vicomte, le mot salle à manger apparaît. On nous dit que la salle est éclairée le soir
par 2 lustres de cristal. Les convives s'asseyaient sur l'une des 31 chaises en bois tournées autour d'une ou plusieurs tables selon leur nombre. L'auteur anonyme LSR consacre, lui, dans son ouvrage L'art de bien traiter, 1674, un chapitre sur la salle à manger. Mais il ne parle nullement de lieu spécifique. Il nous explique qu'il y a une salle que l'on doit réserver pour l'hiver, c'est-à-dire qu'on sert des repas dans l'appartement et le réduit le plus serré, le plus chaud, le moins exposé au grand air, et que l'on prendra soin de réchauffer au grand feu, alors qu'en été, on va choisir une autre salle avec un endroit plus vaste, plus frais, le mieux orienté pour être à l'abri des grandes chaleurs. Donc on voit que là, en 1674, donc il nous parle vraiment de salle dite salle à manger, mais ce n'est pas encore une salle, comment dire, statique. C'est-à-dire que le lieu bouge encore. La salle à manger est encore peu fréquente en fait sous Louis XIV. Pourtant, elle va s'imposer peu à peu en tant que pièce spécialisée dans les demeures des élites. L'encyclopédie Diderot d'Alembert, par exemple, donc dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la définit comme, je cite, une pièce au rez-de-chaussée, près d'un grand escalier et séparée de l'appartement. Donc quand on commence à regarder les plans, notamment des hôtels particuliers à Paris, la seconde partie du XVIIe siècle, mais surtout au XVIIIe siècle, on commence à voir apparaître une pièce que l'on nomme salle à manger. Souvent, on récupère une pièce qui existait déjà et que l'on va nommer désormais salle à manger. Là, c'est un phénomène essentiellement dans les grandes demeures, plutôt aristocratiques ou la haute bourgeoisie. La salle à manger va devenir donc peu à peu une pièce autonome où l'on installe un ameublement permanent, car l'apparition durant la même période d'un mobilier stable pour cette pièce semble suivre en fait son évolution. C'est alors que les ébénistes se mettent donc à créer des tables à rallonge, des tables adaptables au nombre des convives, et cette évolution s'inscrit dans un mouvement général de spécialisation des pièces et des meubles à la recherche à la fois du confort et de l'élégance. Dans une salle à manger du XVIIIe siècle, par exemple, on trouve presque systématiquement un poêle, une fontaine, des meubles à dessus de marbre, des chaises simples, des tables servantes, où on peut déposer la vaisselle, par exemple, et des paravents. Le décor somptueux des salles à manger dans les grandes demeures du dernier tiers du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle atteste de l'importance de ce que cette pièce prend progressivement dans la vie sociale des élites. Par exemple, là, on a cette très belle salle à manger de la princesse Mathilde, 1854. Là, c'est représenté au musée du château de Compiègne. Donc, vous voyez, c'est carrément une salle à manger avec un jardin autour, avec toute une végétation autour. Donc, alors bien sûr, avec des colonnades, etc. Le luminaire qui est extrêmement important et surtout la fenêtre. Les salles à manger, normalement, doivent être extrêmement bien éclairées. Ce décorum témoigne d'une symbiose naissante entre l'endroit où l'on mange et les valeurs gastronomiques. L'atmosphère du lieu jouant un rôle majeur dans l'épanouissement du convive. Il est évident que dès lors qu'on arrive dans ce genre de pièce, avant de s'installer à table, on a déjà une joie qui est là, une envie de déguster, de découvrir ce que l'on va nous servir. Ensuite, je vous ai parlé à la fois donc, du lieu et de la table. Maintenant, on va voir comment on mangeait selon les époques. Je vais appeler mon propos de la main au couvert. À la table médiévale, le convive avait un tranchoir, qu'on peut appeler aussi un tailloir, en guise d'assiette, qui consistait généralement en une tranche de pain bis, légèrement rassis, sur laquelle l'on déposait un morceau de viande ou un morceau de poisson. Là, vous avez une iconographie, on voit bien en fait le tranchoir, c'est cela. Vous voyez ? C'est un peu, ça fait office d'assiette, même si on n'utilise pas le terme à ce moment-là. Donc tranchoir, pourquoi ça ? Parce que ça vient du mot trancher. À l'origine, la tranche gros pain que l'on tranchait. Donc, il y avait aussi sur la table l'écuelle que l'on posait entre deux convives. On les voit bien ici. Pourquoi ? Parce que l'écuelle était partagée
entre deux convives, comme le gobelet était partagé entre deux convives. Et c'est pourquoi les menus du ménager de Paris, rédigés vers 1393, sont calculés en fonction du nombre d'écuelles. Par exemple, un repas à 8 écuelles correspondait donc à un repas à 16 convives. Le ménager de Paris, voilà, là c'est la version de l'édition 1994, donc livre de poche, la collection lettres gothiques. Vous avez la version en français médiéval et la version en français moderne. C'est un traité de domesticité, c'est-à-dire un vieux monsieur qui s'est marié avec une très jeune femme et qui, sachant qu'il allait mourir avant sa jeune femme, mais c'est un monsieur riche, il avait un hôtel particulier à Paris, dans le Paris du XIVe siècle, il a rédigé ce traité pour que sa jeune femme puisse, après sa mort, pouvoir gérer sa maison, son personnel, pouvoir aller faire ses courses, pouvoir gérer la cuisine. Et donc, on a 400 recettes dedans. Et on a aussi un certain nombre de menus de banquets ou de repas qui ont eu lieu. Donc, c'est là qu'on voit quand il nous explique un menu à 8 écuelles, c'est 16 convives, etc., etc. À cette époque, riches ou pauvres, l'on mangeait avec les mains. Les traités sur les manières de table conseillent d'utiliser 3 doigts pour se saisir de la viande. Il précise également de ne pas s'emplir la bouche de trop de gros morceaux parce qu'il faut rester quand même assez civilisé autour de la table. On a plein de traités de civilité qui nous expliquent, on appelait ça les courtoisies à la fin du Moyen-Âge et après ça deviendra des traités de civilité, dont le fameux traité d'Erasme, en fait, pour nous expliquer les bonnes manières à table. Alors, dès lors qu'on mange avec les mains, il faut conserver des bonnes manières. On se lavait régulièrement aussi. Dans les grands banquets, un serviteur apportait une vasque avec une eau parfumée, de fleurs, de thym ou toute herbe aromatique pour se laver les mains et pour pouvoir manger entre chaque service. Il y avait néanmoins des cuillères et des couteaux qui se trouvaient sur la table. Pourtant, la fourchette, elle existe déjà. Comme le prouvent les inventaires de cette époque. Mais elle était rare et précieuse. On la trouve par exemple dans certains inventaires de Reine de France sur des petites fourchettes qui nous permettaient principalement de prendre les fruits confits ou les fruits cuits. Quant à l'idée qui voudrait que Catherine de Médicis ait fait découvrir la fourchette aux Français, c'est une idée qui n'est pas du tout sérieuse et c'est une idée qu'il faut oublier totalement. Non, non. Non, la fourchette, elle est là depuis l'Antiquité, on en a trouvé. Donc, voilà. Donc, il n'en reste pas moins que les manières de manger vont progressivement évoluer au fil du temps. L'assiette va peu à peu s'imposer, même si les tranchoirs, qui pouvaient être ronds, d'ailleurs, subsistent jusqu'au tournant des XVIe et XVIIe siècles. L'assiette correspond d'abord au positionnement du convive lorsqu'il siège à table. Siège à table, d'accord. Elle symbolise à la fois la place du mangeur et la vaisselle dans laquelle il mange. Elle représente d'une certaine façon le mariage du tranchoir et de l'écuelle. Là, par exemple, on est au XVIIe siècle, on voit une famille assise à table et on voit la famille qui a devant chaque convive a une assiette. Donc, le bénédicité d'Abraham Boss. Selon le groupe social, la vaisselle de table pouvait être en étain, en argent doré ou encore en céramique. Dès le milieu de la Renaissance, des ateliers de faïence s'installent à Nevers, à Lyon. Mais la faïence est fragile à ce moment-là, comme en témoigne le mémorialiste Pierre de l'Étoile, lorsqu'une collation donnée par le cardinal de Birague au roi, aux reines et aux seigneurs et dames de la cour le 26 janvier 1580, et au cours de laquelle, je cite, il y eut 2 longues tables couvertes d'11 et 1200 pièces de vaisselle de faïence, pleines de confitures sèches et de dragées de toutes sortes, accommodées en châteaux, en pyramides, plateformes et autres formes magnifiques, la plupart de laquelle, nous dit toujours notre auteur, de laquelle vaisselle fut rompue et mise en pièces par les pages et les laquais de la cour, qui fut une grande perte, car toute la vaisselle était excellemment belle. Donc en fait, on a une belle faïence, on utilise déjà la faïence au VIe siècle, on propose des repas avec cette vaisselle, mais tellement fragile d'une certaine façon que les serviteurs la cassaient. Malgré sa fragilité, la vaissellerie en céramique connaît durablement le succès. Elle se répand rapidement dans le Paris du XVIIe siècle, par exemple, comme en témoignent les fouilles archéologiques du Louvre en 1984 et 1986. Et les arts de la table se développent particulièrement
avec la porcelaine, et puis on a les manufactures qui s'ouvrent un peu partout dans le pays, hein, notamment à Saint-Cloud vers 1666, Chantilly 1725, Saint-Mandé 1732, hein, Vincennes 1740, qui deviendra la manufacture de Sèvres en 1756. Donc, en même temps que se développe toute cette manufacture, se développe toute une vaissellerie qui va progressivement, être utilisée dans toutes les familles. D'abord les familles aisées, et puis progressivement, ça va se diffuser dans le reste de la société. On y crée de grands services de table que l'on considère comme des œuvres d'art et que l'on peut voir aujourd'hui dans de nombre de musées, hein. Les manufacturiers ne cesseront d'inventer des nouveaux objets, par exemple des coquetiers, des moutardiers, des pots à jus, des rafraîchissoirs à verre, comme par exemple ceux qui sont représentés sur ce tableau de Jean-François de Troyes, le déjeuner d'huîtres. On voit très bien là, ici les rafraîchissoirs individuels où le verre est mis à l'envers dans une eau glacée ou dans des glaçons. Et puis là, on voit un rafraîchissoir avec les bouteilles de champagne. Car en fait, c'est un tableau où on nous montre pour la première fois la consommation de champagne avec ce fameux bouchon qu'on voit là. Et puis, alors c'est une communauté là, on nous montre la joie de déguster des huîtres et de boire du champagne, composé essentiellement d'hommes. Mais pour la petite histoire, il faut savoir aussi que manger des huîtres à cette époque-là était considéré comme une nourriture coquine. Voilà. Aphrodisiaque. Et donc, une femme représentée sur ce tableau, ça n'aurait pas été bien interprété. Alors, pour le chocolat, le café, le thé, les soucoupes, des tasses, des ustensiles spécifiques sont aussi inventés. C'est vraiment la grande période, comme le café et le chocolat va devenir très à la mode dans la seconde partie du XVIIe siècle, le café aussi, puis le thé dans les familles extrêmement aristocratiques. Là, on va voir apparaître la chocolatière, la cafetière, les différentes tasses diverses et variées avec des soucoupes. Là, par exemple, vous avez dans le bon usage du thé, du café et du chocolat 1687. On commence à nous présenter déjà des ustensiles. Entre la chocolatière et la cafetière, la forme est la même. La grande différence, c'est que la chocolatière, il y a une petite ouverture au-dessus du couvercle pour pouvoir mousser le chocolat avant de le servir, avec un moussoir. Là, vous avez aussi une belle représentation, vous voyez, nécessaire à thé, vers 1780-1783, du peintre Jean-Étienne Lyotard. Donc, on voit que le développement de la table se poursuit au XVIIe, au XVIIIe siècle, qu'une nouvelle vaisselle apparaît, que l'on crée une nouvelle vaisselle selon les nouvelles boissons qu'on appelle les boissons exotiques avec le café, le chocolat et le thé, etc. L'affirmation progressive aussi des couverts individuels annonce en même temps une plus grande délicatesse du convive à l'égard de la nourriture qu'il consomme. Mais l'évolution des mœurs de table est lente et diffère selon les pays. Par exemple, on a un témoignage de Claude Calviac qui raconte ainsi dans la Civile honnêteté pour les enfants, 1560, alors c'est en français d'époque, hein, je lis. Davantage les Allemands usent de cuillères en mangeant leur potage et toutes choses liquides, et les Italiens des fourchettes, et les François de l'un et de l'autre selon que bon leur semble et qu'ils en ont la commodité. Les Italiens se plaisent aucunement à avoir chacun son couteau, mais les Allemands ont cela en singulière recommandation et tellement qu'on leur fait grand déplaisir de le prendre de devant eux ou de leur demander. Les François, au contraire, toute une pleine table de personnes se serviront de 2 ou 3 couteaux sans faire difficulté de le demander ou prendre ou le bailler s'ils l'ont. En clair, on voit bien qu'il y a des différences. Les Italiens se servent très très tôt de la fourchette déjà, bien avant les autres populations, les autres peuples de l'Europe, bien avant les Anglais, bien avant les Français, bien avant les Allemands. Et ils se servent très tôt de la fourchette, au grand étonnement, par exemple, de l'anglais Thomas Coriat, qui au début du XVIIe siècle observe, je cite, une coutume qui n'existe dans aucune des contrées qu'il a parcourues, et sans doute dans aucun pays de la chrétienté, si ce n'est en Italie, nous dit-il. Les Italiens et beaucoup d'étrangers établis dans cette presqu'île se servent toujours d'une petite fourche quand ils coupent leur viande. Ce qu'il y a d'étrange, poursuit-il, c'est que l'on ne pourrait jamais décider à un Italien de manger dans le plat avec ses doigts. Donc là, vous voyez, donc, 16e, 17e siècle, on commence à voir les couverts s'installer sur la table, notamment la fourchette, mais les Italiens sont très en avance par rapport à leurs voisins. Dans son journal, le Suisse Félix
Plater rapporte qu'à Montpellier, où il séjourne quelques années à partir de 1552, on mangeait avec les doigts chacun dans son écuelle. Donc là, on est au milieu du XVIe siècle, on continue à manger avec ses doigts. En France, en fait, la fourchette ne se généralise que très tardivement. Henri III tente de l'introduire à la cour, mais on va se moquer de la maladresse de ceux qui l'utilisent, notamment à l'époque, on avait les fraises, vous savez. Voilà. Et donc, on va se moquer de ceux qui mangent des petits pois, des légumes comme ça. Ils ont du mal à porter ça à la bouche et ça tombe. En plus, la fourchette va longtemps être considérée comme un ustensile féminin. Et donc, ce n'était pas très masculin d'utiliser une fourchette pour un homme. Donc, dans un premier temps, on va plutôt laisser cet ustensile aux femmes. Après son règne, donc la fourchette ne peut plus être en faveur à la cour. Hein. C'est-à-dire qu'Henri IV ne va pas vraiment l'utiliser. Pourtant, elle va trouver progressivement sa place sur la table. Son usage va se développer en 2 temps. Pardon, allez-y. Oui. Je ne sais pas si c'est peut-être une petite remarque comme ça. Le fait de manger avec une fourchette et non plus avec ses doigts, ça veut dire aussi que peut-être on pouvait manger les plats plus chauds. Oui, on peut dire ça. Enfin, oui, plus chaud, oui. Que, mais pas que plus chaud, je vais vous expliquer après. Oui. Ah, d'accord. Alors, l'usage de la fourchette va se développer en 2 temps. D'abord, la fourchette, elle va être mise sur la table, et puis on va la prendre pour prendre dans le plat commun, mettre dans son assiette, et ceux qui veulent continuer à manger avec leurs doigts, ils peuvent, à partir de leur assiette. Donc déjà, il y a une évolution, puisqu'avant, on pouvait prendre dans le plat commun avec ses mains. D'accord ? Deuxième temps, il faut toute une éducation pour apprendre à utiliser la fourchette et apporter l'aliment à sa bouche. Et ça, ce n'est pas gagné d'avance. Ce n'est pas naturel. C'est pas naturel. Donc ça demande une éducation. Et par exemple, Louis XIV aimait continuer à manger avec ses mains. Hein. Et puis ensuite, donc, on voit qu'il va falloir tout un temps d'adaptation pour pouvoir utiliser la fourchette et que ces 2 temps deviennent un seul temps et une habitude quotidienne lors des repas. Là, on a une représentation donc, du dîner du roi à l'hôtel de ville, donc Louis XIV, et on voit bien que là, on voit une dame qui utilise une fourchette, et puis on voit des personnes qui utilisent plutôt leurs mains, donc, et le roi au milieu. Il y a aussi quelque chose, le couteau qui évolue aussi, c'est-à-dire que le bout du couteau va s'arrondir. Avant, le couteau était pointu qui permettait de piquer dans le plat commun les morceaux de viande. Donc là, l'extrémité du couteau de table s'arrondit également, car on n'avait plus cette utilité de piquer la viande. D'une certaine façon, le couteau et la fourchette permettent de manger le rôti saignant, pas tout à fait cuit, comme le disait LSR, pour des pigeons à la broche, ou même tout sanglant, comme le dit un autre cuisinier, Pierre Delune, en 1660, dans le Nouveau Cuisinier. Mais l'utilisation conjointe de la fourchette et du couteau va prendre aussi beaucoup de temps. Ce n'est pas le tout d'apprendre à utiliser la fourchette, mais il faut apprendre aussi à utiliser la fourchette et le couteau en même temps. Là, par exemple, vous avez découvert du musée du Louvre, là c'est du XVIIe siècle, hein, on a déjà cette fourchette, on a la cuillère, on a le couteau. Alors à cette époque, si on sait que la fourchette et la cuillère doivent être positionnées à droite, je reprends. Si on sait que la cuillère et le couteau doivent être positionnés à droite, pour la fourchette, ce n'est pas affirmé encore concernant le positionnement à gauche. Donc, on regarde les textes, on lit les textes, mais ils ne s'aventurent pas. Donc, j'ai l'impression que c'est encore un peu flou au XVIIe siècle quant au positionnement de la fourchette sur la table. On assiste ainsi à un long façonnement des manières de manger qui se poursuit tout au long des XVIIe et XVIIIe et XIXe siècles. Les couverts individuels vont finir par s'imposer sur la table des élites, puis sur celle des autres couches de la société. Mais pendant très très longtemps, dans les campagnes, on va encore utiliser les mains. Hein. Donc il va falloir du temps pour que la fourchette devienne un élément indispensable sur toute l'étape de ce pays. Concernant l'évolution du service des mets, la façon de servir les mets a aussi évolué au fil du temps. Sous l'Ancien Régime, c'est le service à la française qui règne sans partage sur les grandes tables. Il consiste à poser un ensemble de plats en même temps sur la table par séquences successives. C'est-à-dire que, admettons que vous avez un menu en 3 services. En gros, entrée, service du rot,
et puis un service des desserts. Pour le service des entrées, vous allez couvrir la table de plats. Ensuite, on enlève et on apporte les plats du service du rôt, etc., etc. Prenons l'exemple d'une table de 12 couverts extraite de cet ouvrage, La maison réglée et l'art de diriger la maison d'Audiger, un ouvrage de 1692. Le premier service se compose d'un grand potage, de 4 entrées, et je cite, de 2 assiettes flanquées suivant les saisons. Voilà. Ensuite, on enlève et on apporte le second service composé d'un grand plat de rôt, de 2 petits plats de rôt, de 2 petits plats d'entremets et de 2 salades. Ensuite, le troisième service d'un grand plat de fruits ou une corbeille. Et je cite, si l'un ou l'autre est le fruit et confiture sèche, les 4 petits plats doivent être de fruits crus. Et si le grand plat ou corbeille est de fruits crus, il faut que les 4 petits plats soient de sec. Quant aux 2 autres assiettes, ce sont ordinairement de compote. Parce que ce n'est pas le tout de déposer des plats sur la table, il faut les agencer selon la forme du plat, selon la couleur du plat, selon le contenu du plat aussi. Selon l'importance du repas, le nombre de séquences et de plats pouvait être plus conséquent. Il y a ainsi 102 plats ou mets au premier service d'un souper royal d'une 50aine de personnes donné au château de Choisy le 8 février 1747. Alors, là, vous avez un exemple aussi d'un festin, du festin du 14 mai 1633 avec Louis XIII au bout. Et vous voyez bien que tous les plats sont déposés sur la table devant chaque convive. Et là, on a le défilé des serviteurs avec le maître d'hôtel qui ouvre la cérémonie. Tout cela a été rendu possible, en fait, par l'élaboration d'un plan de table par le maître d'hôtel qui lui permettait de définir à l'avance, en fait, le placement des plats sur la table, car tout était pensé et tout était codifié pour la mise en scène théâtrale de la table. Alors là, je vous donne un exemple, vous voyez, un plan de table pour 100 couverts, dans un ouvrage de Vincent Lachapelle, Le cuisinier moderne, 1735. Alors généralement, sur ces grands banquets, il y avait ce qu'on appelait des surtouts des dormants. Ça ne bougeait jamais. Généralement des pièces d'orfèvrerie, de décoration. Et puis là, vous avez les assiettes et vous avez tous les plats. Les convives ne se servent que dans les plats qui sont face à eux. Donc du coup, on comprend en fait pourquoi il n'y a pas de verre sur la table. L'absence de verre sur la table est une autre caractéristique de cette époque, donc du XVIIe, XVIIIe siècle. Jusqu'au XIXe siècle, les verres et les bouteilles sont placés sur des buffets ou dans des rafraîchissoirs, du moins dans les grandes maisons. Parce que là, c'est vraiment dans une grande maison, là, d'accord ? Cette absence s'explique probablement par la multiplication du nombre de plats et de mets liés au service à la française. Il n'y a pas de place. Si je reviens... Ça veut dire qu'ils ne buvaient pas du tout, alors on leur portait. On leur portait. C'est-à-dire qu'ils ne buvaient pas comme nous, librement. Ils avaient des serviteurs qui avaient un petit plateau avec une carafe d'eau, une carafe de vin, parce qu'on coupait le vin à l'eau. Et c'était le convive qui demandait au serviteur de le servir. Donc il était très dépendant du service pour boire. Là, on voit bien, là, quand on revient sur ce banquet de 1633, il n'y a aucune possibilité de mettre un verre. Et d'ailleurs, vous voyez bien, là, vous avez un serviteur avec un verre. Mais au XIXe siècle, le service à la française ne correspond plus vraiment aux attentes des convives et à l'évolution de la société. On ne sert plus aujourd'hui de ces dîners de 36 à 48 entrées différentes avec leurs compléments, c'est-à-dire autant d'entremets et d'euros en proportion, écrivent les chefs Urbain Dubois et Émile Bernard dans La cuisine classique de 1856. Donc on voit bien que la société évolue, forcément les manières de table évoluent aussi. On ne peut plus passer son temps à manger avec un service à la française. Économiquement, c'était extrêmement cher aussi. Il fallait avoir beaucoup de personnel en cuisine aussi pour faire des dizaines de plats qui, dans la plupart des cas, n'étaient pas mangés entièrement. Et le gaspillage ? Il n'y avait pas de gaspillage. Alors non, parce qu'il y avait tout un circuit parallèle. Ce qui revenait, soit ça servait, les cuisiniers pouvaient les récupérer, soit c'était revendu. Et ça repartait dans un marché parallèle, un second marché. Voilà. Alors,
Le débat fait rage alors au XIXe siècle entre le service à la française et un nouveau service que l'on va nommer service à la russe. Je préfère dit à la russe. Hein. Et le débat va durer pendant une bonne partie du XIXe siècle. Contrairement à ce qui a pu être dit parfois, le service à la française, on ne va pas l'abandonner du jour au lendemain et le service dit à la russe ne va pas s'installer du jour au lendemain non plus sur la table. D'un côté, on a les défenseurs de ce service à la française qui a néanmoins été adapté à la modernité du XIXe siècle hein, et qui considèrent qu'une table couverte de plats harmonieusement agencés vaut le coup d'œil, même si cela se fait au détriment des préparations dont certaines ne devraient pas attendre avant d'être consommées. Donc là, le côté chaud, par exemple, etc. De l'autre côté, il y a ceux qui justement se préoccupent de la chaleur et de la qualité des mets et qui demandent à être mangés tout à fait à point au sortir du four, selon Jules Gouffet, qui nous a laissé un ouvrage qui s'appelle Le livre de cuisine 1867. Donc il va y avoir un sacré débat entre ceux qui sont pour le service à la française, ceux qui sont contre, pour le service à la russe. Et pendant quelques décennies, on va créer un service mixte en plus. Donc le service à la russe, dit à la russe, en fait, est une solution qui propose des mets prédécoupés, servis les uns après les autres. Donc l'organisation est totalement différente, puisque le service à la française, ce sont des plats qu'on pose sur la table. Le service à la russe, ce sont des plats qu'on apporte les uns après les autres, les pièces rôties prédécoupées, et on les dépose sur la table. Mais cela ne se fait au détriment de l'élégance de la table, puisque dès lors que vous n'avez plus une table couverte de plats, la table se retrouve plus ou moins vide. Donc c'est ça qui va poser problème en fait. On en vient donc à créer un service mixte où on posera les plats froids sur la table et on servira les plats chauds au fur et à mesure du déroulement du repas. Et on a même, voilà, là on a le catalogue, un catalogue donc Christophe 1862 où on nous présente les trois services. Service à la française en haut, service mixte à la française au milieu et service à la russe en bas. Donc quand on a des plats clochés, vous voyez comme ça veut dire que c'est des plats souvent avec un réchaud en dessous qui nous permettent de les maintenir au chaud. Ce qui veut dire que quand vous lisez un menu de la seconde partie du XIXe siècle, parfois vous êtes très embêté parce qu'il n'est pas toujours évident de comprendre sous quelle forme le repas a été servi. Il n'en reste pas moins que le service des mets successivement, donc le service dit à la russe, va s'imposer, va devenir la norme. Ce qui n'empêche pas de nouvelles évolutions. La physiologie de la table va donc changer, forcément, puisque désormais on a de la place sur la table. Donc l'appareil du repas va se rationaliser et le verre va trouver peu à peu sa place. Placé devant l'assiette, il participe désormais au décor des grands dîners, moulés, voire gravés dans le cristal. Les verres se disposent de gauche à droite, le grand verre à eau, puis un verre moyen pour le vin blanc, un petit pour le vin rouge, un peu à l'écart la flûte ou la coupe, parce que le débat est déjà là, hein, destiné au champagne. À la gauche de celle-ci, en arrière de la première ligne, il y a le haut verre le haut verre à vin du Rhin, donc avec cette tige verte en fait. Des carafes sont placées entre chaque convive contenant le vin ordinaire que l'on boit coupé d'eau. Là, il y a un tableau de Gustave Caillebotte, hein, le déjeuner, qui met en avant, qui nous montre bien cette cristallerie qui s'est imposée sur la table, dans les années 1876 par exemple. Mais le nombre de verres à table ou sur la table est loin d'être fixe et peut changer selon les auteurs et selon les circonstances. Là, vous avez par exemple le repas de noces à Yport, donc de Fourier. Donc bon, c'est un repas de fête. Il y a moins de verres que ce qui est dit, mais on voit quand même différents verres. Et là, on a un moment du repas où on n'est pas loin. Là, on en a 3 par exemple. Vous voyez, une pièce de viande au milieu. Par exemple, Ludovic Morial explique dans son Art de boire, connaître et acheter le vin, un ouvrage de 1865, je cite, que les verres à servir le couvert sont au nombre de 3, le grand verre à boire, le verre à Madère et le verre à Bordeaux ou à Bourgogne. Au second service, on les enlève pour les remplacer par ceux qui sont destinés à contenir les vins désignés pour ce service. Chaque verre a ainsi une forme adaptée au liquide qu'il doit contenir. C'est
intrusion en grand nombre des verres sur la table participe également d'un essai de rationalisation, voire d'une hiérarchisation de la consommation et du choix des vins. Parce que c'est à ce moment-là qu'on commence à réfléchir à cette histoire d'accord mets vins. Parce qu'on ne pouvait pas avant avec le service à la française, il y avait tellement de plats sur la table. Donc dans le courant du 19e siècle, mais surtout avec le début du 20e siècle, on va commencer à avoir tout un discours sur la manière de boire le vin avec tel ou tel mets. Mais là déjà, on voit déjà que la forme du verre s'accorde avec le vin que l'on consomme. Le verre à Bourgogne n'est pas le même que le verre à Bordeaux, déjà au XIXe siècle. Dans le même temps, les couverts s'adaptent et l'industrialisation de leur fabrication contribue à la démocratisation et à la diversification des ustensiles de table. Les catalogues d'orfèvrerie, comme celui de Christophe par exemple, sont révélateurs de cette évolution et de la sophistication des rituels de table. La vaste gamme des couverts confirme aussi une plus grande spécification des ustensiles de table, spécialisés dans un type de mets. On va avoir la fourchette à huit, on va avoir la pince à asperges, on va avoir la pince à salade, etc. On va avoir le couvert à poisson, la fourchette le petit couteau à poisson, la cuillère à dessert, etc., etc. Comme la fabrication des couverts devient de plus en plus industrielle, ces couverts se développent un peu partout dans toute la société française, et notamment la fameuse ménagère que l'on offrait lors des mariages. Moi, j'ai vu ça dans ma famille. Donc, cette petite mallette avec les différents couverts, soit en argent, soit argentés, voilà, et que chaque marié avait et rentrait à la maison avec ces ménagères que l'on retrouve encore dans les maisons. Hein, voilà. Donc, pour la commodité du service, on commence également à mettre les unes sur les autres les différentes assiettes, et à les aligner, et aligner les couverts dès le début du repas, dans l'ordre d'apparition des plats. On a des reproductions comme ça, et même, bon, moi j'ai vu ça aussi dans ma famille, lors d'un repas de fête, bon, ben, on a plusieurs assiettes. Alors au début, si c'est en hiver, on a le potage, mais si c'est en été, on a des hors-d'œuvre par exemple, ou des entrées, on a une petite assiette, puis après l'assiette plus grande pour le poisson, puis après l'assiette encore plus grande pour la viande. Et puis on a déjà l'ordre des couverts. À gauche, selon l'ordre du repas, on aura la fourchette pour l'entrée, la fourchette pour le poisson, la fourchette pour la viande, la même chose pour les couteaux, etc., etc. Donc on voit que la table, dans le courant du 19e siècle, s'embourgeoise, et devient de plus en plus sophistiquée avec une plus grande variété d'ustensiles de table et pour manger. Et bien sûr, là, l'idée de manger avec les mains disparaît plus ou moins. Hein. Alors il est évident qu'on a encore aujourd'hui la possibilité de manger avec les mains avec certains produits. Les asperges, les cuisses de grenouille par exemple, même s'il y a plein de beurre donc, et autres. Mais c'est quand même quelques plats exceptionnels. Dans un repas de cérémonie, l'usage veut que l'on serve d'abord toutes les dames. Voilà, à partir de la droite du maître de la maison, explique le Larousse gastronomique de 1938. Les plats sont présentés à la gauche du convive, mais l'assiette se prend ou se met à sa droite. Alors, on voit ça encore un peu dans les restaurants, mais dans les familles, je crois que ça se perd, ça, aujourd'hui. Hein. Donc, au tournant des années 1960-1970, un repas classique se compose, selon le chef Raymond Oliver, hein, je cite, de hors-d'œuvre, d'une entrée, d'un poisson de mer ou de rivière, d'une viande ou d'une volaille avec garniture de légumes, d'une salade, plus le plateau de fromage, les desserts et les fruits. Pour le déjeuner, il se résume à une entrée, à un plat de résistance, fromage et dessert. C'est encore le cas plus ou moins aujourd'hui, hein, à la maison comme au restaurant, même si au restaurant, le client a tendance plutôt à privilégier un plat principal au détriment de l'entrée ou du dessert. Ou d'une formule, ce qu'on voit de plus en plus, formule entrée-plat ou plat-dessert ou formule à 3 plats, etc. Et même à la maison, on ne suit pas nécessairement l'entrée, les plats et le dessert. Souvent, ça peut être directement le plat, ça dépend de la saison, en ce moment, c'est les salades, etc., etc. À partir de cette époque aussi, le service à l'assiette devient progressivement la norme. C'est-à-dire que le service dit à la russe qui s'est imposé dans le courant du 19e siècle, on sert au plat, et puis une bonne partie du XXe siècle, avec la nouvelle cuisine des années 60, 70, 80, c'est le service à l'assiette qui s'impose. Donc progressivement, le plat va être abandonné au grand drame. C'est un drame pour les maîtres d'hôtel et les serveurs et des restaurants qui ne peuvent plus faire leur cérémonie ou découper la viande devant le convive. Mais là, on a un lien direct entre le chef
et le consommateur, puisque tout se fait sur l'assiette. Donc on voit qu'il y a ici une forme d'individualisation de nos manières de manger donc à table. Et puis, il y a aussi le temps du repas qui évolue au fil de l'histoire. Au Moyen-Âge, par exemple, on se contentait en principe de 2 repas par jour. Un proverbe nous dit « Manger une fois est vidange, manger 2 fois le jour est vie humaine, et 3 ou 4 ou plusieurs est vie de bête et non pas de créature humaine. » Vous voyez, hein. Au XVIIe siècle, il est également d'usage de faire 2 repas principaux par jour. Le dîner qui se prend à la mi-journée et le souper du soir. À ces 2 repas réguliers s'ajoute le déjeuner du matin et le goûter qui sont facultatifs. Héroard, le médecin de Louis XIII, précise que le roi dîne en général entre 10 et 11 heures le matin et soupe entre 6 et 7 heures de l'après-midi. Toutefois, Antoine Furetière, dans son dictionnaire de 1690, nous dit que les maçons dînent à 10 heures, les moines à 11 heures, le peuple à midi, les gens de pratique à 2 heures. Les gens de pratique semblent correspondre aux gens qui ont des règles, en quelque sorte aux personnes de qualité, c'est-à-dire à l'aristocratie, qui avaient l'apanage en fait des dîners tardifs. Le même décalage se produit avec le souper qui se prend, suivant sa condition, entre 18h et 19h, voire 22h et plus. À la cour, on se moque d'ailleurs du soupe 7 heures. Soupe, la soupe en fait, 7 de chiffre et heure. Donc, c'est-à-dire, précise Furetière, de celui ou de celle qui soupe régulièrement à cette heure-là, que les autres emploient au divertissement ou à la promenade. Les modes de vie à la cour semblaient éprouvantes, comme en témoigne la princesse Palatine, dans une lettre datée de décembre 1676, où elle se plaint des journées harassantes passées à Versailles. Je la cite. « Le matin, jusqu'à 3 heures de l'après-midi, l'on chassait. En revenant, on changeait de costume et l'on montait au jeu, où l'on restait jusqu'à 7 heures du soir. Puis on allait à la comédie, qui ne finissait qu'à 10h30. Après la comédie, on soupait. Après le souper venait le bal, qui durait jusqu'à 3 heures du matin, et alors seulement on allait se coucher. » C'est harassant. Alors en fait, les horaires et le nombre de repas diffèrent selon les régions et les milieux sociaux. Par exemple, on a Pierre-Jean-Baptiste Le Grand-Dossy, dans son Histoire de la vie privée des Français, 1782, qui nous explique, qui raconte, je cite, « 2 repas suffiront à l'homme d'un état ordinaire, mais l'artisan, le laboureur, les femmes, les enfants, l'homme de peine et de fatigue en exigeront 4, par lesquels ils partageront leur journée. Le premier suivra le lever et précédera le travail. Peu après viendra le second, qui sera plus considérable et qui divisera en 2 la matinée. Et il en sera ainsi des 2 autres. Telle a été de tout temps la façon de vivre des gens de travail, et telle est encore celle des paveurs, des maçons, des tailleurs de pierre et autres qui, selon l'usage ancien, dînent toujours à 9 heures du matin. » Il faut surtout constater que c'est au cours des XVIIe et XVIIIe siècles que les heures de repas chez les élites sociales prennent, par rapport au Moyen-Âge et au XVIe siècle, 8 heures de retard pour le dîner et 6 heures de retard pour le souper. Ainsi, sous le règne de Louis XIV, l'heure du souper est passée de 18 heures au début du règne à 22 heures ou 23 heures à la fin du règne. Dans le même temps, le sens des mots évolue. Le repas du milieu de la journée, qui était l'ancien dîner, devient le déjeuner. Et celui du soir, c'est-à-dire l'ancien souper, devient le dîner. Le souper étant désormais réservé au repas pris tard dans la nuit. Et cette nouvelle terminologie, qui se diffuse progressivement à partir de la capitale, sera tardivement officialisée. Ça va être un peu, dans une bonne partie du XIXe siècle, ça va être un peu la panade. Hein. Ça va être, quand vous tombez sur des textes, les gens sont un peu perdus avec cette histoire de dîner, de déjeuner, l'heure, voilà. Donc, mais ça va progressivement se stabiliser. Alors donc, on voit bien que quand on regarde le dictionnaire de l'Académie française de 1878, le déjeuner est toujours défini comme le repas du matin.
Il faut attendre l'édition de 1935 pour que le déjeuner devienne, je cite, le repas du matin ou celui du milieu du jour. Pour nous aujourd'hui, nos déjeuners, c'est notre repas du midi et on a inventé un mot, le petit déjeuner. Voilà. Et puis le dîner est devenu notre repas du soir, alors que longtemps le dîner a été le repas de la fin de la matinée. Le déjeuner se décompose alors en 2 temps. Il y a celui que l'on va appeler le déjeuner à la tasse, qui va devenir notre petit déjeuner, qui se prend au lever, qui consiste en une tasse de lait, de café, de thé ou de chocolat, éventuellement accompagné de pain grillé. Et puis, il y a le déjeuner dînatoire. Vous voyez, on a gardé le mot dîner pour s'en souvenir. Le déjeuner dînatoire, que l'on servait entre 10h et midi et qui se composait de hors-d'œuvre, de charcuterie, de viande froide, d'entremets, de viande rôtie et de salade s'il se déroulait un peu plus tard. C'est surtout l'heure du dîner qui ne cesse d'être repoussée au cours du XIXe siècle. Dans son journal, Stendhal, par exemple, écrit le 3 mai 1808, « À 4h moins un quart, j'ai dîné avec du mouton grillé, des pommes de terre frites et de la salade. » En 1821, on a le manuel de la maîtresse de maison qui remarque que l'on dîne à 5h au plus tôt, à 6h au plus tard. L'auteur suggère que cette heure tardive du dîner est due aux activités des hommes dans le monde des affaires. Dans la première partie du XIXe siècle, la journée est donc structurée autour de 2 principaux repas, l'un entre 10h et midi, l'autre vers 5h. Les gens du monde prenaient en plus un souper froid pendant ou après le bal et les grandes soirées à 1h ou 2h du matin. Ces nouveaux rythmes paraissent correspondre aux horaires de bureau et des affaires avec des journées continues entre 10h et 17h en 1850, avec des repas qui se prennent soit avant, soit après. Ce qui veut dire que la journée de travail n'était pas coupée en 2 à ce moment-là. Et cela est suggéré par le directeur général de l'enregistrement pour expliquer le retard de ses employés. Il cite, il dit « Ils ne peuvent habiter que dans des quartiers excentriques et comme ils ne peuvent point, par suite de leurs faibles ressources, prendre leur repas dans les restaurants, ils doivent déjeuner chez eux et n'arrivent que vers 10h ou 10h30. » À l'époque, pas de métro non plus. En 1871, on a une commission parlementaire qui propose de scinder en 2 la journée de travail. Il y a un grand débat, ça ne va pas passer tout de suite. Donc vous voyez, notre manière de vivre, nous, n'est pas encore là au XIXe siècle. Mais ces horaires concernent fort peu les classes populaires, encore une fois, dont la journée de travail commence beaucoup plus tôt, avec des habitudes alimentaires différentes qui recouvrent une grande variété d'usages. Il est bien évident que la journée de travail du paysan et de l'ouvrier n'est pas la même que celui du bourgeois ou de l'aristocrate. Donc les horaires de repas ne sont pas les mêmes. Et le nombre de repas aussi. Quoi qu'il en soit, à la fin du XIXe siècle, les horaires des repas avaient changé. Le journal des gens de maison du 9 avril 1899 précise ainsi à la bonne, je cite, « À midi tu serviras le déjeuner exactement ». Les heures de repas tendent donc à s'uniformiser, même si longtemps, selon les régions, on a pu continuer à employer l'ancienne nomenclature. Je pense notamment à l'est de la France, même en Belgique, longtemps on a utilisé le mot dîner pour le dîner dans ces régions était un repas de la fin de l'après-midi, alors que nous en France on a un dîner qui est beaucoup plus tardif. Ces habitudes parisiennes, car d'abord ça se passe à Paris, puis après vont mettre du temps à s'imposer dans le reste du pays, mais à la longue, la France entière va s'imprégner de cela. À tel point qu'aujourd'hui, on mange tous, comme je vais le dire tout à l'heure, on mange tous à peu près à la même heure. Et c'est dans les années 1880 que le modèle bourgeois du repas finit par s'imposer un peu partout dans le pays, avec les 3 repas par jour qui deviennent une spécificité de nos manières de manger. Donc nos 3 repas par jour se sont vraiment mis en place à la fin du XIXe siècle et vont s'affirmer dans le courant du XXe siècle. Du coup, on se rend compte de l'importance du repas en France. Pour Brillat-Savarin, je cite, « Le plaisir de la table suppose des soins antécédents pour les apprêts du repas.
pour le choix du lieu et le rassemblement des convives. C'est la sensation réfléchie qui naît de diverses circonstances, de faits, de lieux, de choses et de personnages qui accompagnent le repas auquel les Français sont très attachés. En 1937, l'écrivain Paul Morand s'étonne que les New-Yorkais ne rentrent pas chez eux pour déjeuner. Ils mangent, je cite, soit dans les bureaux, tout en travaillant, soit dans les clubs, soit dans les cafétérias ou dans des bouillons populaires chapeau sur la tête. Ils foncent sur leur assiette pleine de boules de viande. Derrière eux, on attend leur place. Une vingtaine d'années plus tard, on a un sociologue américain, Daniel Lerner, qui souligne que les Français mangent à la même heure, d'une région à l'autre, avec des règles bien établies. Pour lui, cela traduit une forme de rigidité, et la notion de repas bien composé est une idée spécifiquement gauloise, lui dit-il. Donc, vous voyez, et là, on est dans les années 50. Chacun, en fait, décrit la culture alimentaire de l'autre, porte des jugements et exprime ses préjugés. Le Français s'étonne de la prise de nourriture rapide des Américains, où manger est perçu comme une nécessité fonctionnelle et non pas comme un moment de sociabilité et de plaisir, alors que l'Américain, lui, s'agace du repas normé des Français pris à heure fixe. Des décennies plus tard, au-delà des prédictions de McDonaldisation de la société selon les propos de Claude Fischler, le repas français est toujours d'actualité, bien en place, tant dans sa forme quotidienne que dans sa forme festive. Et ça étonne toujours les étrangers. Le ritualisme de la table, la convivialité, la commensalité et la cuisine contribuent à son maintien, tel un élément intrinsèque de la culture française. Un constat qui est confirmé par plusieurs enquêtes de 1988 à 2010 sur le comportement et la consommation alimentaire en France, notamment avec des enquêtes du CREDOC. Le CREDOC, c'est le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, qui régulièrement fait des études sur notre manière de vivre en fait. Le modèle alimentaire français reste une véritable institution malgré les contraintes liées au monde du travail, à la crise du modèle familial traditionnel et à la simplification des repas constatée depuis de nombreuses années, souligne Gabriel Tavoulari et Thierry Mahé dans une étude sur le modèle alimentaire français au CREDOC. La majorité des Français prennent 3 principaux repas par jour à heure fixe relativement, avec un maximum entre 12h et 13h30 et 8h30 pour le entre 12h et 13h30 pour le déjeuner, entre 19h et 20h30 pour le dîner et entre 7h et 8h30 pour le petit déjeuner. Alors bien sûr, ça peut s'élargir, hein, d'accord ? La régularité de la prise de nourriture nous préserverait en fait mieux des phénomènes d'obésité que dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, où la consommation alimentaire est moins rythmée que dans l'Hexagone. En fait, des études ont été faites et montrent qu'on a moins de problèmes d'obésité en France parce qu'on est régulé dans nos prises de nourriture. On ne mange pas à longueur de journée. Voilà. Car manger en France est aussi une question de convivialité. 80% des repas sont pris en compagnie, c'est-à-dire avec des membres de sa famille, avec des collègues de travail, avec des amis, etc., etc. D'une certaine façon, la convivialité conforte la prise des repas à des moments réguliers de la journée. Manger ensemble demande en effet un minimum de règles et de savoir-vivre, des éléments essentiels à la culture française. C'est sûr que si vous mangez seul, vous ne faites pas manger seul, voilà. Mais si vous avez d'autres personnes avec vous, faites un peu plus attention, déjà à l'hygiène, à la propreté, au comportement, à la manière de se tenir à table, etc. etc. Donc c'est très important. La convivialité peut également mener à des moments festifs, avec des repas plus longs, comportant un nombre plus important de plats à consommer dans un environnement favorable à la conversation, qui là aussi caractérise une habitude bien française. Souvent on dit de quoi parlent les Français à table ? De nourriture, de bouffe. Voilà, c'est souvent ce qu'on dit. Voilà. Et c'est vrai, quand on écoute, à un moment donné ou à un autre, on se met à parler de nourriture. La parole est très importante
Comme le remarquait déjà Grimaud de la Reynière, dans son Manuel des Amphitryons, en 1808, il nous explique une conversation animée pendant le repas n'est pas moins vulgaire qu'agréable. Elle favorise et accélère la digestion comme elle entretient la joie du cœur et la sérénité de l'âme. C'est joli. Sauf qu'il nous dit aussi, et il a raison, il faut faire très attention au sujet que l'on aborde à table. La politique est à éviter. D'accord ? C'est très clair là-dessus. Si vous parlez de politique à table, ça peut se transformer en pugilat, en une catastrophe. Voilà. J'ai connu ça dans ma famille à un repas de Noël. Ouais. J'étais jeune, je ne l'oublierai jamais. Alors, presque, ouais, pas loin. Alors, du coup, du repas festif au repas gastronomique, il n'y a qu'un pas qui sera rapidement franchi. Et là encore, Brillat-Savarin nous dit « La gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit. C'est elle qui, à vrai dire, fait mouvoir les cultivateurs, les vignerons, les pêcheurs, les chasseurs et la nombreuse famille des cuisiniers, etc. etc. Car un repas tout n'arrive pas comme ça. Un repas, il faut le préparer, il faut le cuisiner, il faut acheter sa nourriture. Et qui produit sa nourriture ? C'est l'agriculteur, c'est l'éleveur, etc. Le pain qui le fait, c'est le boulanger. Voilà. C'est tout un ensemble qui nous mène à la convivialité à table. Une définition qui est bien large de la gastronomie de Brillat-Savarin, car par rapport à ce qu'on lui attribue aujourd'hui, généralement quand on dit gastronomie aujourd'hui, on pense à la haute cuisine, au grand restaurant. Mais en fait, le repas gastronomique s'inscrit dans une toute autre approche. C'est en gros l'art de la bonne chère, c'est la convivialité, c'est le partage de la nourriture, c'est le discours qui concerne en effet la majorité de la population. On fait tous bombance à un moment donné dans sa vie, en fait. Et faire bombance, c'est une pratique ancienne qui marque les grands moments de la vie. Donc on fait de la gastronomie partout, même à la maison. Plusieurs enquêtes ont ainsi été lancées dès la fin des années 2000 pour mieux percevoir la façon dont les Français comprennent les notions de gastronomie et de repas gastronomiques. Celle menée par des étudiants de la licence professionnelle valorisation et gestion touristique des productions alimentaires des territoires ruraux à Lyon, à l'Université de Lyon, en 2008 et 2009, montre que les enquêtés considèrent le bien manger, je cite, comme un art de vivre à table. Pour eux, la gastronomie est un emblème national, une culture commune à tous les Français et une pratique populaire dont les chefs seraient les ambassadeurs. Dans le baromètre annuel de la perception de l'alimentation du Crédoc, juillet 2009, une enquête réalisée auprès d'un échantillon national représentatif de la population, plus de 95% des Français considèrent la gastronomie comme faisant partie de leur patrimoine et de leur identité. Et près de 99% pensent qu'il est important de préserver, de valoriser et de transmettre aux générations futures les traditions gastronomiques de la France. Pour 83% d'entre eux, le repas gastronomique est une culture dont tous les Français sont porteurs et moins une affaire de grands chefs. Pour les sondés, le repas gastronomique se caractérise par le plaisir, la convivialité, le choix des produits de qualité, la réalisation de recettes différentes de celles que l'on fait au quotidien, sans oublier la présentation de la table, bien sûr, et bien d'autres choses encore. Le plaisir de faire plaisir. La pratique quotidienne du repas structuré où se dessine une convivialité du quotidien aussi, une convivialité de l'ordinaire à laquelle on semble aspirer dans tous les contextes, y compris éventuellement celui du travail, est un caractère de nécessité pour les Français. C'est ce que disent les études. Une relation à la nourriture qui diffère de celle que l'on pourrait constater dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, où primera plutôt l'individualisme. La sociabilité, la commensalité et la convivialité à table se retrouvent bien sûr dans le repas gastronomique qui est un continuum du repas quotidien, mais avec des plats plus élaborés, une table qui prend des atours de fête, un choix de vin qui s'accorde aux mets présentés et une durée plus longue du repas quotidien.
c'est aussi toute une mise en œuvre du discours gastronomique, les arts de la table et de la cuisine. On retrouve aussi bien là la permanence historique et culturelle déjà évoquée plus haut. Là, je vous ai trouvé une petite photo, comme on peut les voir dans l'exposition donc, du musée actuellement. Là, c'est un repas de noces, donc Roger Violet, 1920. Donc, on voit bien déjà, on est dans les années 20, vous voyez la nappe extrêmement sophistiquée, toutes ces assiettes, tous ces verres, carafes d'eau, carafes à vin, etc., etc. Dans le dossier de candidature de la France pour l'inscription sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, le repas gastronomique des Français est présenté, je cite, comme une pratique sociale, coutumière, destinée à célébrer les moments les plus importants de la vie des individus et des groupes sociaux, la naissance, le mariage, les anniversaires, les succès, les retrouvailles, etc. C'est un repas festif qui réunit des convives qui pratiquent ensemble, pour cette occasion particulière, l'art de bien manger et de bien boire. Cette pratique très populaire et familière à tous les Français se développe en France depuis des siècles, elle se transmet et évolue en permanence. Voilà la substance de la définition du repas gastronomique des Français dans le dossier de l'UNESCO. Là, une autre image, au château de Bourron-Marlotte en 2008. Là, on voit que c'est un repas, ils sont tous en blanc à l'extérieur avec le château au fond. Et là, on rentre dans la période estivale. Là, des banquets comme ça à l'extérieur, dans des villages, des cœurs de villages entiers qui se transforment en une table de convivialité, ça se développe de plus en plus en fait. Voilà. Alors, pour conclure, ainsi, du Moyen-Âge à nos jours, le repas en France n'a cessé d'évoluer, passant du tranchoir à l'assiette, de la main à la fourchette, du service à la française au service dit à la russe, puis du plat à l'assiette. Sa dénomination aussi a évolué. On a bien vu l'évolution des mots déjeuner, dîner, l'invention du petit déjeuner, etc. Le déjeuner prenant la place du dîner qui devient le repas du soir. Nos 3 repas par jour, à heure plus ou moins fixe, étonnent toujours les étrangers. Quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans le pays, les Français prennent tous le repas dans les mêmes créneaux horaires. Même quand on prend un sandwich, c'est entre midi et 2, généralement. C'est une construction historique et un phénomène culturel. Ainsi, qu'il soit quotidien ou festif, le repas en France est bien plus qu'un repas. C'est un moment de convivialité et de bien-être ensemble. Je crois que c'est ça qui caractérise principalement notre repas. Voilà, je vous remercie et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Excusez-moi, mais alors dans les autres pays, il n'y a pas l'équivalent du repas gastronomique? Bien sûr, il y a des repas de fête dans les autres Voilà. pays, bien sûr. Ah oui, non, ça ne veut pas dire pour autant que ça n'existe pas ailleurs. Oui, On se marie dans le monde entier, on est dans le monde entier, on meurt dans le monde entier. Donc forcément, il y a aussi des repas de fête partout. Mais pourquoi ça a été mis en valeur Parce qu'en plus, on a tout un discours gastronomique qui a été mis en place. D'accord. Parce qu'il y a toute une histoire. La gastronomie est mise à la mode par la France au début du 19e siècle, notamment en 1801, avec un poème de Berchoux, dont le titre utilise le mot gastronomie. Le mot gastronomie, il a une origine grecque. On le voit dans un ouvrage du XVIIe siècle, la traduction du Banquet des sophistes, et puis on l'avait totalement oublié. Et puis là, il réapparaît au début du XIXe siècle par un auteur français, et c'est la mise en avant d'une nouvelle littérature gourmande avec 2 personnages extrêmement importants, Grimond-la-Reynière et Brillat-Savarin. Ils vont théoriser quelque part le plaisir de la table, la convivialité et tout ce qui concerne les manières de manger. Donc l'un avec l'Almanach des gourmands, qui va avoir un énorme succès au début du XIXe siècle, l'autre avec la physiologie du goût, qui paraît en 1826. En fait, la grande différence, c'est que nous, on a créé tout un discours autour de la table. C'est ça qui est important. C'est devenu un phénomène culturel. En plus, les cuisiniers français étaient déjà très connus au niveau européen et au niveau mondial. L'ascension de la cuisine française et de la table à la française, à partir du XVIIe siècle, sera constante 18e, 19e siècle et 20e siècle. Donc, donc, on a déjà une réputation dans les manières de cuisiner et les manières de manger
donc une réputation européenne et internationale. Voilà. Donc tout cela fait qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait la spécificité du repas à la française? Ce n'est pas le fait que de manger, ce n'est pas le fait que de cuisiner, c'est aussi tout ce qu'il y a autour. Le fait que pendant très très longtemps, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais on présente une table avec tous ses atours, la nappe blanche, les verres, les couverts, les assiettes. Il suffit d'ouvrir des placards de maison de nos grands-mères, etc. On voit la quantité de vaisselle qu'il y a, qu'on n'utilise plus trop aujourd'hui, mais on voit jusqu'où ça a été à un moment donné. Voilà. C'est extrêmement important. C'est tout cela qui a été mis en avant et qui a été valorisé. Voilà. Et ça, on ne trouverait pas en Italie, par exemple? Ah, en Italie, ils aiment bien manger en Italie, bien Oui, sûr. oui, mais est-ce que vous dites tout ce qui est autour? Pas autant. Mais c'est pas pareil. Pas pareil. C'est pas pareil. On est dans l'Union européenne, mais vous savez, vous traversez la frontière, on sait tout de suite qu'on est dans un autre pays, hein, C'est clair. par les manières de manger. Surtout par le Ouais, par les manières de manger. Vous allez en Espagne, ils ne mangent pas aux mêmes horaires que nous. Oui. Il y a le climat, oui, mais le climat n'explique pas tout. Parce que le sud de la France peut être aussi extrêmement chaud. Et pourtant, les 3 repas par jour, ils sont partout. Que ce soit dans le sud, dans le nord, dans l'est, dans l'ouest. Est-ce que la cuisine, elle a une importance dans la diplomatie française? Je crois que c'est hyper réputé. Hein, Oui, c'est hyper. Alors, c'est vrai que c'est très à la mode en ce moment. Depuis une vingtaine d'années, on parle de la gastrodiplomatie, la diplomatie culinaire. Alors, vous tombez sur des textes sur Internet, on a tendance à dire que c'est une invention d'autres pays, etc. Le mot a été inventé par un auteur américain. Bon, tout ça, je veux dire, quand vous étudiez l'histoire de la cuisine et de la gastronomie sur la longue durée historique, la diplomatie culinaire, elle existe depuis des siècles. La gastrodiplomatie, elle existe depuis des siècles. Quand le roi français Charles V reçoit dans les années 1370-1378 l'empereur germanique Charles IV à Paris à la conciergerie, c'est de la diplomatie. Et la diplomatie se fait autour de la table. On parle souvent du congrès de Vienne, mais il y a déjà de nombreux événements qui correspondent à de la diplomatie. Quand un roi se marie avec une reine, il y a des festivités autour de la table. C'est aussi de la diplomatie. Donc ça existe depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, pendant très longtemps, les menus à la Maison Blanche, par exemple, ou ailleurs, étaient écrits en français jusqu'aux années 80, 1980. Donc en fait, la France a beaucoup utilisé la gastronomie dans sa diplomatie. Elle est réputée aussi pour. Elle est réputée pour ça, bien sûr. Oui. Mais du coup, maintenant, il y a des gens qui n'aiment pas trop manger, et du coup. Oui, mais le repas diplomatique a évolué aussi. Non, mais je veux dire, les étrangers qui viennent, du coup, ils sont surpris, quoi. Ils sont. Ou ça les ennuie un peu Non, pourquoi ça les ennuierait? Bien au contraire, le tourisme en France, la gastronomie est un objet important pour le touriste étranger. Quand il vient en France, il aime se promener dans le pays pour découvrir sa richesse architecturale, ses monuments historiques, mais surtout sa cuisine. Et les restaurants. Je parlais plus des chefs d'État que ça. Ah, des chefs d'État. Ah, oui. Certains que ça dérange de toute cette cuisine. Pourquoi? Non. Je sais pas, non, c'est. Non, parce que bien sûr, la réception diplomatique, notamment à l'Élysée, ou à Versailles ou ailleurs, puisque récemment on a parlé de Versailles, elle s'adapte aussi. Je veux dire, le menu est pensé, vraiment pensé en amont. Je veux dire, on se renseigne sur les préférences ou les dégoûts de la personne qui est invitée. Bien sûr, le repas diplomatique, c'est à la fois présenter la culture culinaire du pays, mais c'est aussi savoir s'adapter à la culture culinaire de celui que l'on reçoit. C'est ça qui est important. C'est un équilibre. Voilà. Et le repas, même à l'Élysée, a été énormément simplifié. Généralement, le fromage a plus ou moins disparu, la salade on ne la voit plus non plus. Voilà, c'est une entrée, un plat, un dessert. Ouais. Ça a évolué quand même. Ça a évolué pour aller très vite, c'est vrai. Sur l'aspect de convivialité, est-ce que ça, ou c'est une erreur, est-ce que c'est pas quand même un peu européen? Peut-être par rapport, si vous parlez beaucoup des États-Unis, enfin d'Amérique du Nord, au-delà du plus qu'on a peut-être en France. J'aurais tendance à dire qu'on aime manger partout, hein, je veux dire, et que de nombreux pays développent une forme de convivialité. Mais la convivialité, elle devient culturelle dès lors qu'elle diffère du pays voisin. C'est ça qui est intéressant.
la convivialité est quand même légèrement différente quand vous allez en Grande-Bretagne, quand vous allez dans d'autres pays. Mais le plaisir d'être à table est là malgré tout. Je ne veux pas dire que ça ne se passe qu'en France, c'est pas ça que je veux dire. Je veux dire qu'en France, ça a pris une telle importance que c'est devenu une part de notre identité. C'est là la différence, voilà. Parce que même les McDo en France, je sais qu'ils sont différents des autres pays. Il y a beaucoup plus de places assises parce que les gens restent, alors que dans plein d'autres McDo, les gens ils viennent juste acheter, ils s'en vont. Il y a beaucoup plus de salades, Il y a beaucoup Oui. plus de il y a l'eau salades. minérale. C'est mieux éclairé en général. Les sauces sont peu sucrées ou rarement sucrées, parce qu'on n'aime pas le goût sucré salé. Pour la petite histoire, McDo, la France est le deuxième marché de McDo. Hein. Donc c'est ça le paradoxe. Oui. On est un pays dit de la gastronomie, mais en même temps on est un pays où la restauration rapide est extrêmement développée. Et pourtant, ça n'empêche pas la continuité du succès et du développement de la cuisine française. Et on n'a jamais tant parlé des chefs, on n'a jamais tant vu les restaurants se développer, quelle que soit leur catégorie. Donc ça montre qu'il n'y a pas de confrontation, voire même des grands chefs ont adapté leur burger. On le propose avec du foie gras ou un burger extrêmement sophistiqué. Voilà. Donc, mais en fait, quand on observe bien la clientèle des McDo, de la restauration rapide, on voit que c'est une clientèle différente. C'est d'abord les jeunes, souvent, ou des personnes qui n'ont pas beaucoup de moyens, mais dès lors que les jeunes s'installent dans la vie professionnelle, ils ont un peu plus de moyens, ils ont tendance à aller dans des restaurants plus traditionnels. Il y a le grand succès des bouillons en ce moment, le retour des bouillons, ça revient, on en parlait un peu tout à l'heure. Il y a des explications avec le retour du bouillon. En fait, il est évident que les restaurants, c'est devenu un endroit cher, et donc tout le monde ne peut pas aller au restaurant. Par contre, le bouillon permet quand même d'aller au restaurant pour une famille, ou pour des touristes, ou pour des étudiants. On retrouve aussi une cuisine traditionnelle, simple, le poireau vinaigrette, le filet de hareng, pomme de terre, l'œuf mayonnaise, la blanquette, la hachis parmentier, tout cela, qu'on ne fait plus vraiment à la maison et qu'on trouve à un prix raisonnable. Et ça plaît beaucoup en ce moment. Et depuis quelques années, ça se développe, c'est incroyable dans les villes. Est-ce que le concept du bouillon, ça vient d'où ? Le concept du bouillon, il apparaît au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, avec un boucher du Val, qui avait une boucherie à Paris, dans un quartier chic, mais qui n'arrivait pas à vendre les bas morceaux. Et donc un jour, il décide, là on est dans les années 1850, il décide en fait d'ouvrir un établissement, une salle, où il propose en fait de la viande cuite et du bouillon. Et pas que ça bien sûr, mais et ça marche. Ça marche. Il s'adresse à une clientèle déjà qui a peu de moyens financiers, les travailleurs, une clientèle populaire ou petite bourgeoisie ou artisanat, et puis ça marche du tonnerre, et très rapidement il va développer de nombreuses salles, à tel point qu'il va créer la première chaîne de restauration. Paris va se couvrir de bouillons du Val, c'est parisien à l'origine. Après, les bouillons vont se développer dans tout le reste du pays, dans toutes les grandes villes du pays, et voilà. Et ça va se développer durant tout le 19e siècle, une bonne partie du 20e siècle, en succès, puis d'un seul coup, surtout après la Seconde Guerre mondiale, là, pendant plusieurs décennies, on va commencer à les voir, ils vont commencer à disparaître. Pourquoi ? Parce que la France, c'était une période de prospérité, les gens aspirent à une autre cuisine, le restaurant devient un lieu de plaisir et non pas un lieu où on mange parce qu'on n'a pas d'autre endroit pour manger, etc. Et voilà. Et puis, il nous restait que quelques bouillons, notamment à Paris, on parlait du bouillon Chartier. Et puis là, depuis quelques années, avec le fameux bouillon Pigalle, qui apparaît en 2017, ça se développe, le bouillon République. Chartier va rouvrir 2 autres bouillons dans la capitale. Et puis, dans toutes les villes, on voit des brasseries qui se deviennent des bouillons. Voilà. Donc, c'est révélateur de la société française en ce moment. Voilà. J'avais entendu en interview un grand chef, celui qui l'interviewait lui demandait ce qu'il pensait des McDo et tout ça, et il disait mais il dit j'ai rien contre et tout ça. Il dit bien au contraire, il dit ça. Je vois que cette clientèle-là, quand vous emmenez vos enfants petits, ils vont prendre l'habitude de manger dehors. Et c'était le fait de manger dehors. Il dit après, ces gens-là, quand ils auront les moyens,
Il dit c'est des gens qu'on pourra retrouver dans des restaurants. C'est vrai. Il dit mais c'est de manger dehors. Mm. Et c'est vrai que moi, à mon époque, faire un restaurant, c'était... C'était On en parlait 6 mois à l'avance. Hein. C'était pas... on Il y n'y avait- allait pas comme là, Bien sûr, ouais. sur un... Qu'est-ce qu'on fait? Oh, pff, on n'a rien, bon, ben, on va au resto. Mm. C'était un truc... Mm. C'était une fête, quoi. C'était vraiment un costume du dimanche, hein, Ah quand oui, on bah, allait au c'est- resto. Hein. Dans les petites villes, souvent le Mm. dimanche c'était vraiment le jour des repas de famille au restaurant. Hein. Mm. Ouais. Mais bon, quand on lit les témoignages du 19e siècle, les étrangers disent que les Français ont l'habitude aiment et ont l'habitude de manger à l'extérieur. Ah ouais? Ouais, déjà. Parce qu'il n'y a pas que les restaurants, je veux dire, il y a une longue tradition depuis le Moyen-Âge d'acheter une nourriture prête à être consommée. Ah, mais est-ce que c'est du fast-food avant l'heure alors, Bien sûr. ça J'allais dire le petit Bien sûr. comptoir où Bien on sûr, peut acheter bien vite sûr. fait. sûr. Ah, Dans le Paris médiéval, la plupart des gens n'avaient pas de cuisine, n'avaient pas de lieu pour cuisiner, et donc ils achetaient une nourriture prête à consommer auprès des artisans de bouche, des boulangers, des pâtissiers, des charcutiers. On pouvait s'installer dans une taverne et acheter un petit pâté, le manger, etc., ou une viande rôtie. Alors, durant des siècles, on avait cette habitude d'acheter une nourriture prête à être consommée. Donc c'est quelque chose qui est là depuis très très longtemps. Voilà. Après, c'est vrai que le succès du restaurant qui apparaît dans les années 1760 à Paris et qui se développe dans le courant du 19e siècle, va d'une certaine façon faire disparaître progressivement cette restauration de rue, qui existe quand même dans de nombreux pays. Hein. Donc cette restauration de rue, elle va disparaître progressivement, et elle revient d'une autre façon depuis quelques décennies en France. On parle des camions-restaurants, par exemple, et de cette restauration rapide qui est venue notamment avec des marques américaines, mais il n'y a pas que des marques américaines, hein, il y a des marques françaises aussi. Donc ce développement de cette restauration de rue comme ça, c'est un retour, c'est un renouveau, mais qui s'appuie sur un phénomène historique, quelque chose qui est là depuis très très longtemps. ok. Donc l'habitude de manger hors de chez soi, elle est là depuis des siècles en fait. Ok. C'était bien. Car avoir une cuisine à la maison, c'est très récent en fait. Oui. Déjà, faire un espace, faire un lieu. Et puis, il y a aussi la modernisation en fait, du matériel de cuisine. Avant, la cheminée, le potager, le fourneau, qui était un fourneau professionnel. Au 19e siècle, on nous parle beaucoup, on voit des textes, on a des iconographies, on nous parle de petits fourneaux ménagers. Une sorte de petit fourneau qui permettait de chauffer l'appartement et en même temps, on pouvait y mettre sa cafetière et puis quelque chose pour griller, chauffer. Mais il n'y avait pas beaucoup d'emplacements pour cuisiner en fait. Cuisiner sur le fourneau. Merci beaucoup. Merci, c'était très bien.